Bon bah salut les gars pour le nouvel épisode de Pixel. On est sur la deuxième édition, donc cette fois on va essayer de faire un format un peu plus, comment dire, cette fois on part sur quelque chose en capsule, ça sera peut-être plus digeste pour vous pour justement écouter le podcast à la fin. Donc du coup aujourd'hui on a préparé 3 sujets du coup j'ai mes invités de d'habitude, enfin j'ai Hugo qui lui est toujours là, de toute façon il sera toujours là. Hein. J'ai Adrien qui vas-y, présente-toi. Hein. Salut, moi c'est Adrien, du coup je suis directeur artistique encore étudiant. Et voilà. Lui, du coup, Adrien va être très utile dans toute la partie design quand on va parler du premier sujet. Et on est avec Anthony aussi. Donc bonjour, moi c'est Anthony, je suis dans la même formation que Kevin et Hugo. C'est ça, en concepteur développeur d'application. Donc on est, en fait, il y a 3 devs, un designer là. Dans l'idée, c'est ça. C'est un peu ça. Pour les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, le premier sujet, c'est sur Adobe. Et notamment toute la partie IA que Adobe développe. Qui est lié avec du coup, à la conférence Adobe Max qui a eu lieu, je ne sais plus quand, mais c'est assez récent. Ça doit être il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Dans ce genre-là, ouais. Et du coup, on va parler un peu de toutes les nouveautés qu'il y a eu et un peu de l'impact de l'IA dans tout ce qui est design, métier créatif en fait. Parce que la dernière fois, on a parlé justement des métiers un peu plus en général et de notre partie tech. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de point de vue d'un designer potentiellement et de voir comment lui il voit l'IA dans son domaine, quoi. Pour la partie d'après, ça va être du coup sur les super apps. Donc on va vous expliquer ce que c'est, mais globalement, pour ceux qui connaissent un exemple de super app, ça va être WeChat par exemple. Et en gros, c'est une application qui globalement fait tout. Voilà, ça fait compte bancaire, ça fait Uber Eats, ça fait tout. Et on retrouve beaucoup ça en Chine pour le moment. On n'a pas encore beaucoup, je crois. Chine asiatique, voilà, parce que tu as ça en Corée, au Japon. Ouais. Et le troisième sujet, donc ça va être une partie un peu plus conseil. Donc on va chacun parler à son soi du passé et se donner des conseils sur notre... qu'est-ce qu'on aurait aimé dire à notre soi du passé pour son avenir professionnel. Donc on va voir ce que ça va donner, ça va être sympa. On peut commencer avec le premier sujet sur Adobe Firefly tout ce qu'il y a eu globalement dans la conférence Adobe. Déjà, moi ça m'intéresserait de savoir d'un point de vue du designer qu'on a avec nous, comment il voit toute la partie IA, l'impact que ça a sur ton métier et globalement sur les métiers créatifs, quoi. Du coup, pour la partie créative, je pense que vraiment c'est tout ce qui est métier créatif, ça va être les premiers impactés avec tout ce qui est IA générative. Parce que du coup, c'est entre guillemets ce qui va nous remplacer, même si je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais en tout cas, c'est des outils qu'on va être amené à utiliser de plus en plus et vraiment au quotidien. Ouais. C'est même déjà le cas. Et du coup, le fait que des entreprises comme Adobe se lancent à fond là-dedans, ça prouve aussi l'importance de l'IA dans ces métiers-là, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est cool en plus que ça soit une boîte comme Adobe qui se lance là-dedans, parce que en vrai, ils ont un peu la légitimité de se lancer là-dedans quand même, quoi. Ouais, oui, carrément. Enfin, c'est la suite Adobe, c'est ce qui est le plus utilisé par tout ce qui est designer, créatif, tout ça. Donc, ouais. C'est pionnier, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu dois faire un montage, tu dois faire quelque chose, tu vas aller partir sur la suite Adobe. C'est le premier truc auquel tu penses. Puis même dans les écoles de créa, je suppose que c'est aussi le logiciel qui est appris, non ? Le but des écoles, du coup, c'est de nous préparer au monde professionnel. Et comme dans le monde professionnel, c'est Adobe qui est utilisé, je vais dire le plus souvent, mais en vrai, c'est tout le temps. 90%, 95%. Ouais, peut-être même 99% en vrai. Hein. Mais du coup, carrément. Ok. Vous globalement, vous avez pu un peu voir ce qui a été dit dans la conférence, les fonctionnalités. Vous, c'est laquelle qui vous paraît, qui vous intéresse le plus, on va dire, parmi celles qui ont été présentées ? Du coup, moi, j'en ai 2. Ouais. Ça va être, je sais plus comment elle s'appelle, mais la fonctionnalité qui permet, tu prends un vecteur et tu peux le tourner. Ouais, du coup, ça c'est le projet Turntable, ils l'ont appelé comme ça. Ok. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir une image vectorielle, donc la plupart du temps une illustration.
Et l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir faire pivoter ton objet vectoriel sur l'axe X et Y, et donc d'en faire vraiment comme un objet 3D, tout en restant sur une image vectorielle. Donc c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est qu'on ne perd pas toutes les modifications. C'est pas comme une image genre génération mid-journée, où juste c'est une image et tu peux pas la modifier. C'est ça, c'est que là vraiment, du coup leur exemple, eux, c'est un petit dino, qui quand il tourne, du coup, on a de base une illustration qui est de profil, et on peut le tourner donc, de face par exemple. Et une fois qu'il est de face, on peut toujours le modifier dans tous les points et tout ça. Donc c'est vraiment, c'est là que c'est vraiment game changer entre guillemets, c'est que on reste sur du vecteur. Et du coup ça reste toujours utilisable, modifiable. C'est vraiment des images qu'on va pouvoir travailler derrière. On est d'accord, mais du coup pour ceux qui se connaissent un peu moins en design, le fait de pouvoir garder une image en vecteur, c'est vraiment pour la possibilité derrière de pouvoir la remodifier un peu comme on veut, quoi, et de pouvoir la retoucher, quoi. C'est ça. Du coup, je sais même pas si tout le monde est au courant de ça, mais du coup, une image vectorielle, c'est en gros, ça va pas être des pixels. C'est qu'on est sur quelque chose qu'on va pouvoir agrandir autant qu'on veut et qui va rester donc très net et tout ça. Et tu peux upscale parce que tu peux le mettre sur un petit format comme sur une bâche de 300 mètres. C'est ça. C'est l'avantage, quoi. Ok, d'accord. Une fonctionnalité, les gars, peut-être que vous avez kiffé. Moi, je suis pas trop calé dans le sujet, donc du coup, pour moi, c'est tout bien, m'a un peu impressionné. Moi, je suis content justement d'avoir quelqu'un qui a un point de vue design dans le podcast, parce que du coup, même toi, je pense que tu vas pouvoir après, on verra, avoir un avis intéressant là-dessus. Donc, mais du coup, vas-y. Du coup, moi, je m'y connaissais vraiment quasiment pas du tout dans la suite Adobe parce qu'on avait vu en cours, quoi. Photoshop, on a fait des petits montages sympas et voilà, quoi. J'ai vu le Project Perfect Blend. Tu as juste à rajouter, tu cut ton image, tu as juste à la rajouter et ça fait automatiquement tout ce qui va être éclairage, tout ce qui va être en fonction de l'angle, même les ombres derrière ton truc et tout. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, par exemple, pour des personnes. En fait, je sais pas, d'un côté créa de personnes qui taffent déjà là-dedans, je sais pas si c'est vraiment game changer, mais en tout cas, pour une personne qui veut avoir des belles photos sans forcément s'y connaître, c'est un truc qui peut être intéressant, je pense. Ça permet d'ouvrir un peu les horizons à tout le monde, quoi. Même ça doit faire gagner pas mal de temps, je trouve. C'est pour ça que je sais pas justement. Du coup, c'est ça, c'est surtout que ça va nous faire gagner un temps fou, entre guillemets. Après, c'est une fonctionnalité qui était déjà un peu présente, qu'ils ont plus poussé. Enfin, c'est des choses auxquelles on avait déjà un peu accès via des bêtas et tout ça. Mais là, c'est plus poussé, c'est plus propre directement. Et du coup, si j'ai bien compris, ça reste des choses qu'on peut retaffer derrière. Donc, c'est vraiment cool. Après, c'est plus des trucs qui vont être utiles donc, pour toutes les personnes qui vont travailler vraiment de l'image directement, comme par exemple les Media Maker. Là, je pense que. Alors, j'ai pas regardé trop, mais en gros, il crée des calques sur ton projet Photoshop et tu peux reprendre derrière. Du coup, ça fonctionne un peu comme la génération d'images qu'il y a déjà intégrées dans Photoshop, où vraiment ça va créer un calque par-dessus et ça va se baser sur le calque de la photo de fond, en reprenant les lights et tout ça et en adaptant à la photo. Donc c'est non destructif, quoi. Ouais. Et là où c'est vraiment intéressant aussi, c'est que par exemple, on peut avoir des images qui sont vraiment cramées sur des blancs, par exemple, et il va réparer du coup les parties cramées. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que des images qui sont de base inexploitables vont devenir utilisables. Ouais, c'est ça. C'est un peu une seconde chance, quoi. Ok. Non, sympa. Et puis l'intérêt aussi, par exemple, quand on voulait faire de la retouche, on demandait parfois à mi-journée de faire de la retouche, de modifier par exemple des couleurs, ou quand on passait par des IA en fait, qui étaient hors Adobe. En fait, le problème, c'est que justement, tu n'as pas ce côté où tu gardes tes calques. Il te modifie l'image. C'est tout l'intérêt des IA développées par Adobe, c'est qu'on reste tout le temps dans le même logiciel. C'est aussi intéressant pour eux parce que ça évite d'aller chez la concurrence ou de sortir de ces logiciels, et même d'un point de vue tout simplement organisation et tout ça, c'est beaucoup plus simple d'utilisation du coup. Ok. Et toi, du coup, Adrien, en termes de ton œil de designer, qu'est-ce qui t'intéresse le plus Du coup, moi, dans les logiciels que j'utilise le plus, ça va être Illustrator. Et du coup, y a le projet Turntable qui m'a impressionné parce qu'il y a vraiment ce côté 3D qu'on vient rajouter à du coup du vecteur, qui est vraiment cool et vraiment utile. Et sinon, il y a le projet Remixolot. Donc là, il y a deux fonctionnalités vraiment intéressantes dedans. C'est la fonctionnalité de passer du coup d'un croquis vraiment vite fait
à des images vectorielles et un design déjà presque fait. Ça, c'est sympa parce que je sais que, par exemple, dans le process créatif, en général, justement, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui commencent avec du dessin croquis et qui derrière revectorisent leur dessin. Et derrière, là, c'est fait automatiquement, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, normalement, il n'y a pas de méthode normale, mais le plus communément parlant, quand on travaille, on va d'abord penser des croquis parce que c'est plus simple juste pour poser nos éléments, tout ça. Les trucs, et ensuite, du coup, on va retracer, par exemple, une illustration ou des choses comme ça et on va les retracer. Donc, là, ça va vraiment être un gain de temps parce qu'en fait, on passe du croquis à l'image déjà en quelques secondes, quoi. Okay. Et surtout, du coup, la deuxième la deuxième fonctionnalité intéressante de ce projet-là, c'est du coup un espèce de responsive sur nos designs. C'est que, par exemple, on va penser une affiche en format abribus. Ouais. Et normalement, pour la décliner en format 4x3 par exemple, on va tout refaire à la main et tout repositionner, penser bien. Et ça, j'avais vu une vidéo de ça justement et c'est bluffant. Ouais, et là du coup, on met un nouveau format et on lui dit juste réadapte toute cette image vectorielle avec mon deuxième format et ça le fait. Et alors après, avoir commencé dans l'utilisation réelle, mais dans leur mise en situation, en tout cas, c'est plutôt bluffant. Et il y a vraiment peu de choses à retravailler derrière. Et justement, là tu parles de situation réelle. Genre toi, est-ce que tu as des cas, toi dans la vie de tous les jours, comment tu utilises justement l'IA? Est-ce que par exemple tu passes par des outils comme Adobe ou Firefly, etc. ou d'autres même le IA en fait? Alors du coup, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle générative du coup déjà intégrée dans Photoshop, notamment pour par exemple agrandir une image. Pour l'adapter à un format, si j'ai déjà le bon cadrage, mais que je veux. C'est-à-dire, tu as des zones où il n'y a rien, et tu c'est ça. Le reste. C'est ça. Par exemple, j'ai une image par exemple en A3. Je vais vouloir la passer en 16/9 pour un écran. Je vais juste sélectionner du coup mes parties manquantes sur les deux côtés et ça va générer plutôt proprement quelque chose vraiment de plutôt cool, quoi. Et puis au final, ça se voit pas qu'il y a eu c'est ça. Bien, après, c'est mieux de retaffer toujours un peu derrière parce qu'il y a quelques petits défauts, tout ça. Mais, y a toujours mais dans l'idée, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps vraiment important, quoi. Ok. Alors moi, j'ai une fonctionnalité du coup, je me suis rappelé. C'est dans le montage vidéo, donc ça doit être sur Premiere, je suis pas sûr. Tu as une fonctionnalité d'IA pour allonger un peu ton plan et il va générer de la vidéo justement. Il va générer alors, je crois que c'est 5 secondes max. C'est seulement pour quelques secondes, mais par exemple, si au tournage on a perdu, on a coupé la vidéo trop tôt, ça va simplement l'allonger d'une ou deux secondes. Genre par exemple, imagine je suis en train de parler, ça a coupé alors que j'étais encore en train de parler, potentiellement ça peut allonger pendant le petit moment. Pour le son, je sais pas encore, mais en tout cas, par exemple, un plan de quelqu'un qui va courir. Si le plan se coupe trop tôt et qu'on en a besoin, qu'on aurait besoin d'une seconde en plus, ça va générer en fait la fin de la vidéo. Ok. Ça en vrai c'est vraiment pour le coup c'est puissant quand même comme fonctionnalité je trouve. Même si c'est que 5 secondes. Pour le coup, je pense qu'ils l'ont surtout limité à des courtes durées. Des courtes durées parce que d'une c'est très gourmand. Je pense que ça veut dire gourmand de fou. C'est de la vidéo et deux ils voulaient. Tu veux pas sortir un produit où tu peux générer 30 secondes alors que 30 secondes ça va être de la merde. Mais si tu génères 5 secondes et que c'est potable. Je pense qu'en fait ils sont partis du principe que les 5 secondes qu'ils arrivaient à choper là, c'était les 5 secondes les plus qualitatives qu'ils arrivaient à avoir en générant de l'IA. Je pense. Et puis aussi, je pense que ça reste propre sur des images qui sont plutôt simples à générer. Sur une action simple, par exemple marcher ou quoi que ce soit, on peut se baser sur déjà les mouvements qu'il y a avant pour finir la vidéo entre guillemets. Après je sais pas à quel point ça fonctionne et à quel point de difficulté entre guillemets ça peut générer quelque chose de propre. Mais en tout cas c'est des choses en fait qui vont gagner du temps parce que encore une fois si en effet il y a eu un problème au tournage, c'est des choses qu'on peut régler beaucoup plus facilement en post-prod une sécurité en plus et qui évite justement de faire des tournages soit trop longs soit de retourner en tournage. Après, je trouve quand même qu'on s'adresse à un public dans cette fonctionnalité-là spécifiquement, d'amateurs ou de personnes qui ne sont pas dans le monde pro. Parce que dans le monde pro,
soit tu retournes le plan, ou soit tu as des sécu. C'est ça, dans l'idée, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin. C'est vraiment plus pour une dernière chance, encore une fois. C'est vraiment pour ça que moi, je trouve que ça s'adresse plus à des entreprises, par exemple, qui font leur montage eux-mêmes, qui tournent eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Une petite couille, et t'as moyen quand même d'un peu de bidouiller pour que ça nique pas tout ton truc. Carrément. Après, même d'un point de vue technique, je trouve que c'est quand même déjà impressionnant, genre par exemple, de réussir même si c'est que 5 secondes, de réussir à générer de l'image, tu vois. Bah, t'avais ChatGPT qui a annoncé il y a très longtemps. Comment il s'appelle Sona, non Sora. Sora. Ça s'appelle Sora. Qui générait de la vidéo. Ouais. On n'a toujours pas l'ombre de. On voit toujours pas. Alors, on a vu des vidéos. Ouais, après, voilà. C'est les démos de ChatGPT, quoi. C'est ça le truc. Mais après, le jour où ça arrive, ça va être rigolo. On va faire des trucs sympas. Parce que là, pour le moment, il y a quoi en vidéo? Il y a Runway qui existe, je crois que ça s'appelle. Et ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Et j'avais essayé d'utiliser un peu ça pour me générer par exemple, pour un stream que je voulais faire, me générer des petites vidéos GIF d'un truc en pixels. Ah oui, c'est ton truc, t'avais fait des emotes avec des emotes, des trucs comme ça. Et en fait, même des trucs simples comme ça, en fait, c'était trop dur pour lui, quoi. Et puis après, je suis allé voir ce que les gens faisaient de bien avec. Et en fait, c'est vrai que c'est très... comment dire, il a du mal à comprendre, à faire des trucs logiques, tu vois. Ouais. Alors que c'est vrai que quand on a vu les vidéos de Sora, on était un peu en mode, bon, c'est pas mal. Enfin, c'est logique, ça suit, c'est fluide et ça pourrait... puis même, moi, je trouvais ça méga poussé parce qu'il y avait sur certaines vidéos carrément plusieurs plans avec vraiment des cadrages différents. Ouais. Enfin, ça faisait vraiment très pro, quoi. Ouais, franchement, oui. Après, est-ce qu'ils ont généré plusieurs trucs différents et ils ont fait un montage derrière, ou est-ce qu'ils ont généré comme ils l'avaient présenté, en tout cas, ça avait l'air d'être un seul prompt et la vidéo se générait de cette manière-là. En vrai, si c'est ça, c'est fort quand même. Mais après, encore une fois, on a toujours pas l'utilisation réelle et c'est simplement ce que eux ont montré. Donc on est obligé de leur faire confiance, quoi. C'est ça. Après, on verra. Mais ça peut être très intéressant dans plein de cas, en fait. C'est encore une fois, ça permet d'ouvrir des portes à des gens qui, au final, n'avaient pas accès, par exemple, au niveau des compétences, je sais pas, de la vidéo ou même au niveau du budget, parce qu'au final, l'univers, ça coûtera moins cher qu'une équipe de tournage, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est aussi le penchant négatif un peu, c'est que ça bout du travail. Ça vole un peu des emplois. Ouais, oui. Parce que du coup, tout ce qui est petite entreprise ou même amateur vont plus forcément passer par des professionnels et simplement se diriger vers l'intelligence artificielle, quoi. C'est ça. Enfin, après, à voir ce qu'est vraiment capable de faire l'IA derrière. Mais oui, forcément. Mais après, c'est aussi à la vitesse où ça évolue, c'est le genre de choses où on peut vraiment se poser des questions sur ces sujets, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je voulais avoir un point de vue plutôt de Anthony, parce que justement, en vrai, Adrien est plutôt très design, c'est son métier. Hugo et moi, on a des appétences pour le design parce qu'on fait du web design, genre du site internet, des trucs comme ça, des logos, des trucs comme ça, mais pas aussi poussé que potentiellement Adrien ou ce qu'il fait. Et du coup, nous, on est encore très dans le concret, dans l'utilisation de ces trucs-là, on est habitué. Alors qu'Anthony, Anthony, c'est dev. Anthony, le design, à la limite, tu lui files une maquette, il te l'intègre sur le site internet, par exemple. Là, c'est OK. Mais justement, j'aimerais bien savoir, toi, de ton point de vue, est-ce que tu penses que, par exemple, ça pourrait te servir d'avoir des IA comme ça pour, je sais pas... par exemple, pour prototyper des projets, des trucs comme ça. Genre toi, est-ce que tu vois un cas pratique, même toi en tant que dev, potentiellement de ces outils-là, tu vois ? Je pense que ça peut servir dans les cas où, par exemple, le client a une idée globale de ce qu'il voudrait faire, en fait. Ouais. Et que pour avoir un peu l'identité du site, créer des visuels, mais pas les visuels, la maquette. Mais du coup, créer des visuels, des vidéos de quelques secondes. Pour se mettre d'accord sur... pour un peu s'inspirer. Revoir avec le client, lui montrer les visuels et lui dire est-ce que c'est bien ça que tu veux, est-ce que c'est bien dans cet univers, et après du coup pouvoir suivre cet univers et suivre le client. Mais sinon, moi je suis pas sûr, si je fais que du dev, je suis pas sûr que toute la suite Adobe me soit très, très utile. Tu vois, genre moi par exemple, quand je fais du site internet, quand je dois dev du site internet, je me sers souvent d'images générées par IA pour le prototypage, justement. Pour éviter d'aller chercher des images, je sais pas, sur FreePic ou des trucs comme ça, ou qui correspondent pas forcément à ce que je veux. C'est vrai qu'avoir de l'IA,
potentiellement, c'est le truc qui me permet de prototyper un petit peu plus vite, quoi. Donc c'est vrai que dans le milieu du dev, tu vas plutôt avoir ce truc-là où ça va beaucoup te servir je pense pour le prototypage. Ça va être vraiment le truc où tu vas pouvoir arriver, je sais pas, par exemple devant ton client, lui dire en vrai votre site internet entre guillemets ton proof of concept que tu avais nos clients. Voilà, c'est ton POC. À peu près si tu es d'accord avec avec sa vision des choses et si vous êtes compris, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut... Toi, Adrien. Donc, on va repartir un peu sur Adobe. Est-ce que tu as déjà utilisé ces outils qui ont été annoncés ou pas du tout, ou est-ce que tu connais des gens qui ont utilisé, qui ont des retours sur... Du coup, moi, j'ai pas forcément encore utilisé les outils qui ont été présentés là pendant la conférence. Mais par contre, ouais, j'ai des potes qui ont déjà testé. Surtout le projet du coup de Turntable, qui apparemment du coup fonctionne. C'est plutôt ok pour le moment sur des choses plutôt simples, hein, évidemment, mais en tout cas ça fonctionne. Ouais, c'est déjà plutôt bien avancé comme projet, plutôt ok, vraiment utilisable. Okay. Donc c'est plutôt cool en soi. Là tu dis utilisable. Est-ce que tu penses que à terme, ça peut... quand tu dis utilisable, là, c'est par exemple, imaginer un truc, si je le laisse comme ça, pour un client, par exemple, c'est totalement OK. Ou est-ce que c'est un livrable, mais qu'il manque un truc, quoi. Gagner du temps, mais... En fait, c'est plus des outils, vraiment. C'est qu'on va pas s'en servir pour faire un seul produit pour le client. Ouais, okay. C'est que ça va plus être un outil dans la conception du produit pour le client. Okay, par exemple, dans l'idée... Sauf si c'est vraiment juste un client qui vient te demander de bouger une illustration. C'est plus quelque chose dont tu vas te servir, par exemple en pensant, pour du character design par exemple, si on pense une mascotte, ça va éviter de faire 15 poses dessinées de ta mascotte et de les retracer. Tu vas simplement faire une mascotte et la tourner pour avoir plusieurs poses. Plusieurs poses, ok, ouais, d'accord. Okay. Mais dans l'idée, je suis pas sûr que ça soit des outils qui soient utilisables uniquement tout seul, quoi. Et à terme, tu penses que... à terme, forcément, vu comme ça évolue, oui, il y a moyen, je pense. Il y a moyen, il y a un monde, tu penses. Okay. Je pense, mais rien que... Par contre, en utilisant tous les projets qu'ils ont montrés en combiné, en soi, il y a moyen de faire quelque chose de plutôt propre. Ouais. D'arriver à un truc, ouais. Ouais. Ok, d'accord. C'est intéressant parce que du coup, justement, je reprends l'appareil d'un exemple de dev, mais parce que on est là-dedans. Mais... il y a plein de cas où l'IA, par exemple, arrive à nous faire des trucs fonctionnels et genre c'est utilisable. Et du coup, moi je posais un peu la question, est-ce qu'en design c'est un peu la même chose et du coup, mais du coup apparemment c'est moins le cas que dans d'autres domaines, par exemple. Mais je dirais que c'est moins le cas aussi parce qu'il y a le côté créatif chez nous et que en fait c'est que des outils techniques là. Ouais, ok, d'accord. C'est que, par exemple, même en utilisant tout pour Illustrator là, on passe du croquis à l'image qui tourne, tout ça. Ça reste quelque chose où le croquis de base, ça sort de nous. Maintenant, si on combine plusieurs intelligences artificielles, on n'est pas encore sur un produit fini. Vraiment, fini et même pertinent sur plein d'aspects, mais ça facilite quand même beaucoup le travail, quoi. Ok, d'accord. C'est vraiment intéressant. Moi, je pense qu'on a bien fait le tour. Tu avais quelque chose à rajouter, peut-être, Hugo, ou une question en plus Même si tu avais des trucs à rajouter sur... après, pas mal de notes de ce que je vois. Non, mais c'est surtout du coup ce qui a été dit pendant la conférence. Après, il y a d'autres projets qui m'ont interpellé, qui m'ont fait kiffer même. Ouais. Par exemple, pour tout ce qui est vidéo, il y a un projet qu'ils ont présenté, donc là qui est plus vraiment en recherche encore. C'est pour la création de SFX, donc de sound design. Ouais, sur des vidéos à base de prompt, quoi. Ok, d'accord. C'est que en gros on va avoir une vidéo, imaginons de forêt, et simplement en mettant un prompt bruit de forêt, il va nous générer un son. Ah, et ça en vrai ça tabasse un peu. Et ça, ouais, moi j'ai trouvé ça super cool parce que du coup il y a ce côté on évite la recherche déjà de sound design et en plus c'est directement intégré à Adobe, donc ça évite de payer les droits éventuellement. Ouais. Et ça sort en sortie, genre c'est une piste audio ou c'est une piste, c'est en gros dans ton outil de montage ça vient comme une piste audio en plus. Parce que moi je vois aussi du coup un parallèle, c'est que dans les jeux vidéo t'as beaucoup de sound design. Ouais, ça, pareil, ça va faire gagner du temps de malade. De faire gagner du temps, ou même pour des indés avec des petits jeux qui... Les bruits de pas, les trucs comme ça, les bruits de chevaux qui galopent, des trucs comme ça. En vrai, c'est
En vrai, c'est vraiment fou. Bon, après, du coup, pareil, t'as ce truc-là où t'auras plus les studios, où t'as son gars à taper sur des trucs qui va réussir à faire son bruit que tu veux. Mais c'est vrai que, par contre, d'un côté pratique, c'est 1000 fois plus pertinent que justement un studio où tu fais tes bruits comme ça, quoi. Moi, du coup, j'y pense surtout en motion design parce que je travaille pas avec des studios, j'ai ni les moyens ni le temps. Oui. Mais du coup, je passe quand même pas mal de temps sur des banques de sons. Ouais. Et pour trouver le son qu'on a en tête exactement, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment faire gagner du temps. Et en plus, là, vraiment, si tu veux faire plein de tests, juste tu fais plein de générations. C'est ça. Et puis tu adaptes ton prompt et au final, tu vas finir par réussir à avoir quelque chose qui te correspond, quoi. Je crois qu'il te génère même plusieurs sons, plusieurs possibilités, parce que j'ai vu du coup la présentation. C'est comme sur Midjourney, tu génères 4 images, par exemple, ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. C'est, par exemple, il mettait avec une soucoupe volante qui était devant une cascade. Et du coup, ça te génère, déjà, ça peut te générer les différents sons. Et pour le vaisseau, du coup, il te mettait 4 exemples de sons pour le vaisseau. Tu choisissais et après, il te générait tout. Ok. En vrai, c'est déjà cool que même il propose la fonctionnalité de base. Ouais, et pour moi, j'ai trouvé ça même plutôt bien poussé dans ce qu'ils ont montré, encore une fois, parce que ça, je crois que c'est pas encore utilisable. Ouais. Mais dans ce qu'ils ont montré, c'est que le premier exemple, c'est 2 monstres. Et en gros, c'est une vidéo où les monstres ne crient pas tout le long de la vidéo, mais simplement à un endroit. Et là où c'est fort, c'est qu'en fait, on vient mettre une piste audio, donc où nous, on va faire le son avec notre voix, un peu comme du yaourt en gros. Ok, ouais, je vois. Et derrière, on met le prompt donc de cri de monstre, et il vient te générer pile au bon moment de la vidéo. Et ça, encore une fois, c'est un gain de temps parce qu'il n'y a même pas à se caler derrière, quoi. Ça, pour le coup, ça peut vraiment faire gagner du temps de zinzin. Ok, non, c'est vraiment pas mal. J'aime bien. T'avais d'autres trucs peut-être qui t'ont... Et du coup, le dernier truc, c'est moins technique, c'est plus sur l'intelligence artificielle en général. Et du coup, Adobe, ils ont un dernier projet, c'est le projet Know-How. C'est pour la traçabilité du coup de l'IA. Donc, ils sont vraiment transparents sur... ils ont vraiment ces valeurs de traçabilité et de transparence sur l'IA. Ou pas, quoi. Et du coup, c'est ça. On a, du coup, en gros, on va mettre une image et il va détecter s'il y a des choses qui ont été faites via l'IA. Et potentiellement même retrouver l'image de base avec le crédit de l'artiste ou de la personne qui a fait l'image de base. Ça, c'est intéressant, ok. Et du coup... Il faut que l'image qui a été... Genre, ça marche avec n'importe quelle image ? Je sais pas. Ok, ouais, parce que en fait, c'est ça, il faut savoir... t'avais OpenAI, je crois, qui avait essayé... Ou Midjourney, peut-être ? Je crois que c'était Midjourney. Midjourney qui avait essayé justement de faire un truc pour détecter de l'image. Et en fait, en gros... Il jouait avec une sorte de calque qui posait sur l'image, mais qui était détectable que par un logiciel, en fait, et pas par toi visuellement. Et du coup, qui était capable de te dire. Mais je crois que ça marchait pas trop bien. Et du coup, ils avaient abandonné le truc. Mais, Après, là, dans les exemples qu'ils ont donnés de mémoire, c'est surtout des petites choses qui ont été modifiées. Par exemple, c'est une vidéo de 2 enfants qui bougent. Okay. Et la vidéo finale, il n'y a plus qu'un seul enfant. Et du coup, il va nous dire que la vidéo a été modifiée. Il y a un enfant qui a été retiré. Ou alors une vidéo avec un bateau qui a été retiré. J'ai envie de dire, c'est même encore plus fort en soi. Parce que là, c'est vraiment sur des points précis, quoi. C'est même pas sur toute l'image. Mais je pense que c'est aussi un peu plus simple. Parce que du coup, la vidéo de base n'est pas tant modifiée que ça. Il y a un seul élément qui a disparu. Et donc, peut-être pour... ça demande moins de calcul. Et... C'est possible. Je pense que... Alors, je m'avance peut-être beaucoup. Mais ils ont sûrement construit leur IA en pensant que, vu que c'est une boîte qui fait des logiciels créatifs, qu'il ne faut pas que ça soit détourné en mode on crée tout en IA et on fait passer ça en réel. Ouais. Ils ont pensé, ils ont pensé le logiciel, leur IA en mode on veut tracer déjà ce que créent nos IA. Ce que ChatGPT n'a pas fait, par exemple. C'est ChatGPT, ils y ont pensé beaucoup plus tard. Ont lâché un truc dans la nature, ils ont fait maintenant vous démerdez, les gars. Ils sont un peu, on court pour essayer de rattraper le bus, quoi. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Et puis en plus, je me dis, si c'est des images qu'eux ont générées, ils ont peut-être le moyen justement de mettre des trucs précis sur leur image pour permettre de les détecter, quoi. Ouais, je pense. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé ce côté-là parce que ça prouve aussi l'envie de faire les choses bien, entre guillemets, de Adobe. C'est vraiment de faire quelque chose qui soit transparent et qui respecte, entre guillemets, toujours les artistes, quoi. Ok. Bon, c'est vrai que
Puis quand t'es dans le métier, je pense que t'es content qu'il y ait une grosse boîte comme ça et se fasse un peu attention à ça. Ouais, bah oui. Puis surtout, je pense que tu dois être un peu dégoûté si tu vois ton image qui a été un peu modifiée et du coup, où t'es pas crédité dedans. Ouais, alors que c'est ton travail, où il y a juste un détail qui a été enlevé. Le mec a tout fait, mais il y a juste un mec qui l'a changé de place. Bah non, c'est à moi. C'est ça. Donc, ouais, je pense qu'il y a quand même un côté où on respecte encore les artistes et moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ok. J'ai envie de dire, c'est bien de la part d'une boîte qui, à la base, a comme client des artistes quand même. D'une part des artistes, mais surtout des professionnels, parce que c'est très utilisé dans le monde pro et tu regardes toutes les affiches sont faites par Adobe. Oui, oui. C'est ce que je disais. En général, dans tout ce qui est professionnel, c'est la suite Adobe qu'on utilise, quoi. C'est ça. Ok. Moi, je pense qu'on a fait le tour, en vrai. Là, on est plutôt pas mal. On va pouvoir passer au deuxième sujet. Là, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Parce que là, il y a entendre un peu moins Adrien. Là, il y a peu de personnes qui sont calées sur le sujet des super apps, mais justement, ça va être intéressant. Donc, du coup, justement, on va parler des super apps. Donc déjà, il faut rappeler qu'est-ce qu'une super app. Parce que tu veux expliquer ? Je suis chaud pour expliquer. Vas-y. Donc, une super app, c'est on prend une application normale qui va être déclinisée dans tous les secteurs. C'est-à-dire que tu prends, par exemple, je vais prendre l'exemple d'applications coréennes. Cocoa Friends. Ouais, un truc dans le genre. Cocoa, je sais plus quoi, c'est le nom de la boîte. Ouais. Qui a Cocoa Chat, Cocoa Bank, Cocoa machin. Et du coup, en fait, ils ont leur application de base qui sont développées. Et en fait, ils ont fait tout un écosystème. Un écosystème derrière. Avec du coup Cocoa Bank, donc qui contrôle ta banque. Cocoa. Tu dois avoir un peu tout ce qui existe globalement. Un peu la même chose que Instagram ou regarde vite fait. mais en gros c'est une application qui en fait fait tout. Enfin, c'est une suite d'applications qui fait tout, un peu comme Office, bureautique, sauf que on parle d'applications utilisées tous les jours. Et par une quantité de personnes qui est énorme. Et surtout sur des secteurs qui n'ont pas forcément quelque chose à voir, genre la banque. Et le chat... c'est vraiment deux trucs différents, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup, surtout dans les pays asiatiques. C'est ça ? Limite uniquement en Asie. Uniquement, ouais. Parce qu'il me semble... on a des gens qui veulent faire ça. On a Elon Musk avec Twitter, qui a racheté Twitter à la base, justement, dans le but de se dire... Déjà, je vais l'appeler X, parce que X, ça correspond... Enfin, c'est une variable X, tu vois, genre tu mets ce que tu veux dedans, tu vois. Et lui, il est parti du principe qu'il allait vouloir transformer Twitter en un peu une super app. Mais techniquement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose en fait qui est fait en Europe. C'est surtout dans les pays asiatiques, en Chine, etc. Et on se retrouve avec des applications qui sont vraiment des bulldozers, quoi. Enfin, ça fait tout, littéralement tout. T'as besoin de commander à manger, tu peux le commander sur je sais pas, WeChat par exemple, pour prendre l'application qui est en Chine. Et puis genre t'as littéralement tout qui se fait juste là-dessus, quoi. Et en vrai, vous voyez comment un peu au niveau de ces super apps l'impact que ça peut avoir au niveau justement de potentiellement la société, les trucs comme ça, tu vois. Alors, éthiquement parlant, c'est très mauvais. Ça dépend comment c'est fait pour moi. Je pense que c'est surtout pour ça que ça arrive pas en Occident. Pour des raisons de RGPD, tu penses ? Alors d'une RGPD, mais c'est surtout que en Asie, en termes de com, ils sont surtout sur le fait de personnaliser, avec des petits personnages. Chaque super app a son petit personnage, sa petite famille de personnages. Ouais. Et ça infantilise un peu le truc, alors qu'on parle quand même d'une banque, par exemple, potentiellement. C'est ça. Ouais, ok, d'accord, je vois. Ouais, donc du coup, genre pour toi, ça rendrait peut-être justement certains secteurs moins sérieux, parce que justement, ça fait en sorte... C'est surtout qu'en Occident, on est beaucoup plus sérieux. Une banque, c'est vraiment une banque, et tu veux pas donner... un petit personnage qui te parle. Tiens, mon livret A, mon LEP, mon compte courant, là c'est à toi. Voilà, c'est ça. Et puis t'as un petit bonhomme lapin rose qui dit merci pour ton argent. C'est vrai que quand tu regardes en Asie, c'est très connu et en fait t'as que ça. Mais du coup, potentiellement là, parce qu'en Asie c'est fait comme ça, mais tu prends, imaginons que tu aurais un truc assez clean. Est-ce que tu penses qu'il y aurait potentiellement un monde où genre t'as des apps comme ça qui arrivent en Europe ? Tout est possible, mais j'y crois moyen, quoi.
Mais après, peut-être vous m'arrêtez si je me trompe, mais en France, par exemple, il n'y a pas une histoire de monopole. Sur un secteur, on n'a pas le droit d'avoir une seule. Ouais, mais du coup, en fait. Une seule entreprise qui a le monopole sur un secteur. Ouais, mais il faut l'avoir, le monopole, du coup. On parle pas de monopole en Asie. Par exemple, oui. Tu as plusieurs grandes entreprises qui détiennent plusieurs super apps, qui sont tous dans le même domaine, du coup. Oui. Mais cette entreprise va contrôler donc tous ceux qui vont chez eux, contrôler tes messages parce que contrôler pas forcément le cas, mais accès c'est chez eux quoi, tes messages, tes comptes bancaires, etc. Mais en fait, et puis même en fait il y a un problème de monopole quand c'est une seule entreprise, comme disait Hugo, tu vois. C'est que si tu as une seule boîte par exemple qui a une super app qui détruit tous ses concurrents dans le secteur bancaire, dans le secteur du chat, dans le secteur des réseaux sociaux, là tu as un monopole, tu vois. Mais si tu as 15 boîtes qui font un WeChat par exemple, au final, au final c'est juste un nouveau secteur en fait. Voilà, ça t'as pas ce problème de. En fait, c'est juste que là, en fait, aujourd'hui, s'il y avait une boîte qui arrivait et qui explosait tout avec une super app en Europe, et que personne n'arrivait à arriver sur le marché justement en même temps que cette app, là, au bout d'un moment, tu aurais des questions de monopole qui se poseraient, quoi. Du coup, je vais reprendre la parole par rapport à Kakao pour démontrer tout ce qu'ils ont. Donc, tu as leur entreprise mère qui est Kakao Entreprise. Ouais. Et après, tu as Kakao Entertainment pour tous leurs jeux. Avec Kakao Games, leur Play Store de jeux. Kakao Healthcare, donc tout ce qui est santé, ils ont une application là-dessus. Investment, pareil, donc tous tes investissements, tu peux les avoir là-dessus. Tu as la mobilité, donc tout ce qui est transport en commun. Kakao Pay pour payer entre des amis, etc. Kakao Bank pour ta banque. T'as Kakao Talk pour tes appels téléphoniques. Ils ont Kakao Musique pour ta musique, Kakao Style pour ta mode, Kakao Taxi pour les taxis, Kakao Bus pour les bus. Mais c'est un truc de. C'est énorme. Tu vois, c'est ça que j'appelle des super apps. C'est vraiment, ils font tout. Après, d'un point de vue utilisateur, je pense que t'as un écosystème. T'es content d'avoir un hub comme ça. Je dirais que oui, il y a ce côté méga pratique. Mais du coup, je pense qu'en Occident, on est un peu trop sur la défensive. Quant à nos données, tout ça, on est un peu trop suspicieux de tout ça, et peut-être que ça pourrait être un frein au final de se dire que toute notre vie est gérée par une seule entreprise. Et peut-être que du coup, il y aurait, à terme, peut-être que ça pourrait voir le jour, mais je dirais que là, dans la mentalité de l'Occident actuellement, on est peut-être encore trop sur la défensive à ce niveau-là. Puis il faut préciser quelque chose aussi, c'est que ces apps-là, si elles sont dans des pays asiatiques comme la Chine, etc., c'est pas pour rien. C'est parce que en général, ces apps, elles sont aussi contrôlées par le gouvernement. Tout ce qui la Corée, ça peut être le cas, mais c'est moins le cas que par exemple la Chine. Voilà, on prend la Chine, un WeChat. C'est demain, demain le gouvernement demande à WeChat d'avoir accès à au cornet de telle personne, aux messages de telle personne. WeChat, il dit oui et puis il te donne un café avec. Choix, sinon il fait virer c'est ça en fait. T'es obligé quoi. Après, au-delà de ça, je pense que les pays asiatiques sont quand même souvent en avance au niveau technologie. Ils ont plus tendance à accepter la nouveauté et à même aller de l'avant là-dessus et à faire confiance. Ils sont d'un côté un peu obligés de faire confiance aussi. Parce que justement, une app qui est poussée par le gouvernement. Tout dépend des pays, mais oui, en effet. Il y a peut-être certains pays où il y a des. Ouais, mais tu regardes le Japon et la Corée, c'est pas non plus de la dictature là-bas. Non, Corée du Sud, tu vois. Corée du Sud. Oui, Corée du Sud. Précise. Parce que. De toute façon, en Corée du Nord, ils ont rien. Voilà. Ils ont peut-être des trucs, mais on le sait pas. C'est plus ça. Ou alors ils ont fait une copie d'un truc qu'ils ont vu quelque part. C'est plus ça. Toi, Anthony, comment tu vois ces super apps si elles arrivent en Occident? Est-ce que tu utiliserais ces super apps? Ou, pas forcément celle qui est en asiatique, mais une entreprise qui fait une super app un peu dans le même style ou qui fait tout et qui l'amène en France ou en Occident, qu'est-ce que tu... Après, mon côté flemmard me dirait si tout est sur la même app, pourquoi faire pratique. Après, question de sécurité de tes données et tout ça, savoir que
t'as tout, ton appli e-commerce, ton appli bancaire, ton appli de tes jeux, tout sur le même truc. T'imagines ? C'est un peu risqué, quoi. Tu fais un misclick, t'achètes un truc. T'imagines même au niveau cyber. Niveau cyber, un hacker, il pète sa base de données. Ah, c'est ça, oui. Oui, parce que tout à l'heure, toute la base de données, quoi. Tout à l'heure, tu parlais du gouvernement qui demandait, mais en vrai, simplement un hacker qui demande pas et qui y va. Il y va et voilà. Une question de sécurité, en effet, c'est que tu as toutes tes données qui sont directement ruinées. Et du coup, potentiellement, les données de plein de monde en même temps. Sachant que là, déjà, avec Google, Google sait ce que... Il te connaît pas personnellement, mais il arrive à te retrouver avec cet historique, avec cet appareil, avec ces extensions d'installer. Tu as une identité numérique. Bien, ils ont un profil de toi chez Google, juste. Sauf que là, si un hacker te hack une super app comme ça, il a en fait tout. Il peut faire la même chose en fait. Il sait combien tu gagnes, combien tu stockes, dans quoi tu as investi, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, à quoi tu joues. Tu vois, genre par exemple, imagine un truc comme ça. Imagine, tu as un Kakao Assurance et Kakao Banque. Je suis sûr que il y a moyen qu'il y ait un Kakao Assurance. Donc ça veut dire que potentiellement, là, tu as une assurance qui a accès à tes comptes. Et du coup, qui sait, le Kakao Banque, par exemple, sait que tu as une maladie parce que tu as pris ton assurance santé sur ce truc-là, par exemple. Le prêt bancaire. Et du coup, ton prêt bancaire, il n'y a pas de prêt bancaire. Et du coup, c'est vrai que potentiellement, si tu as une app comme ça, une super app comme ça qui arrive, c'est vrai que ça peut poser plein de questions à ce niveau-là. Je pense que c'est vrai que là, c'est la partie où tu rentres un peu plus dans le truc où, en vrai, c'est chaud. Parce que là, ça rentre à une personne qui décide de est-ce que tu as le droit de faire un prêt et qui en plus connaît littéralement tout de ta vie, quoi. Ça, c'est insane. Et toi, comment tu penses pourquoi dans l'Asie, ces personnes-là, la population là-bas utilise ces applications sans peut-être se poser de questions? Je pense que c'est un mélange de plusieurs choses quand même, parce que tu as ce côté quand même où la population est habituée à l'évolution rapide des nouvelles techno. Je pense que tu as énormément de personnes qui sont juste en mode c'est pratique. Et dans certains pays, justement par exemple la Chine, où tu as tout le côté de la notation sociale, par exemple dans ces pays-là, je pense que tu as une certaine obligation d'avoir ces applications-là, tu vois. Et je pense que c'est un mélange de tout. Tu as un mélange d'obligations sociales et ce truc de tout le monde le fait, tout le monde l'utilise, c'est disponible, c'est pratique, on y va, quoi. Alors que c'est vrai que potentiellement, en Europe, tu aurais moins ce truc-là de te dire vas-y, je vais tout mettre au même endroit, quoi. Okay. Je pense que c'est un mélange de tout ça un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est peut-être une autre raison que j'aurais pas cité là, mais... Moi, je suis d'accord avec toi. C'est juste, en fait, eux, ils ont pas les dangers de ce genre d'app n'est pas assez mis en avant, je trouve. Tu penses qu'ils sont juste pas assez sensibilisés, peut-être? Je pense que ça doit être ça, parce que je rebondis sur ce que Adrien disait. Ils sont beaucoup en avance question technologie, mais une question droit de l'homme. Ils sont un peu en retard par rapport aux pays comme l'Europe. Ouais, c'est vrai que tu as des questions sociales à ce niveau-là qui sont pas pareilles. Si on les prévient pas des dangers, on leur dit pas on peut te voler ça, ils voient que le côté pratique. Mais tu vois, en vrai, ça me paraîtrait étonnant que ça soit pas forcément que les gens soient pas très sensibilisés, parce que justement, en général, quand tu as une population qui suit la technologie assez vite. Je pense que normalement, dans côté gouvernement, tu as quand même une obligation de te dire on est un pays qui avance technologiquement assez rapidement. En fait, il faut sensibiliser la population, quoi. Paradoxement, en fait, c'est que c'est un pays qui accepte vite la technologie, mais gouvernementalement, c'est pas le cas. Ouais, c'est peut-être ça. C'est vrai que limite, en fait, au final, des fois, c'est même le gouvernement qui va vouloir faire barrage parce que c'est pas comme ils veulent. Ou qui impose des choses. Ou qui veulent des restrictions en plus, ouais. Okay. Des choses à rajouter peut-être sur le super app? Même des questions vous posez sur dessus. J'avoue, parce que là, potentiellement, du coup, il y avait Adrien et Anthony qui s'y connaissaient moins sur le sujet des super apps. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Moi, je découvre. Des trucs comme ça. Ouais, justement. des sujets, des zones d'ombre, des trucs comme ça, ou je sais pas. Non, là, comme ça, moi, je trouve ça plutôt clair. Okay. L'explication était claire et ensuite, le débat répond à peu près à toutes les questions qu'on pourrait se poser là de premier abord. Hein. Ok. Anto? Moi, c'est good pour toi aussi. Ok. Du coup, on peut passer au prochain.
qui est pas vraiment un sujet techniquement. Ouais. C'est plus là c'est plutôt fait pour comme vous le savez peut-être, on est dans une école qui s'appelle Ecode. On est dans le studio là de Ecode justement pour tourner le podcast, pour tourner tout ce qu'on fait là. Et du coup, ça nous paraissait pertinent avec Hugo quand on a choisi les sujets d'aujourd'hui de potentiellement faire quelque chose lié à l'alternance ou en tout cas le chemin professionnel. Parce que là, par exemple, nous, dans notre classe avec Hugo, il y a pas mal de personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas encore d'alternance. Anthony, par exemple. Non, mais c'est bien, parce que la dernière fois, on a fait de la promo à Zach. Il était là, il a dit, moi, les gars, j'ai pas d'alternance. Si vous voulez me contacter, allez-y. Je crois qu'il n'a pas encore eu de retour, mais, mais on sait jamais, tu vois. Et du coup, ça nous paraissait pertinent, étant donné que c'est potentiellement des personnes qui vont nous écouter, de faire quelque chose qui pourrait potentiellement les aider. Parce que par exemple, je sais que tu as des personnes dans la classe qui se disent là, si j'ai pas d'alternance en décembre, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais pendant 1 an avant de pouvoir réessayer de chercher une alternance et recommencer les codes, par exemple ? Et du coup, là, on voudrait justement, le concept serait un peu que chacun, qu'est-ce qu'il aurait dit à son soi du passé pour l'aider dans son chemin professionnel par rapport à l'expérience qu'il a aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport aux entreprises dans lesquelles il a déjà été. Qu'il aurait mieux fait, qu'il aurait aimé avoir comme conseil, par exemple, ouais. Ou qu'il aurait préféré mieux faire parce qu'il a pris trop de temps à par découvrir exemple, cette... Tu veux commencer peut-être, Hugo ? T'as quelques idées déjà ? Tu veux que je commence moi déjà ? Ok. Je pense... Alors moi, c'est quelque chose que j'ai acquis dès la fin du lycée, où j'étais déjà en mode, si je dois tester des trucs, je vais y aller. Enfin, vraiment, à partir du moment où je me suis dit, là, je rentre dans l'enseignement supérieur, faut que je teste des trucs. Enfin, peu importe ce que c'est, je vais commencer par faire les trucs que j'aime, et on verra. Et je pense que c'est un truc, ça, qu'il faut dire... et que je pense si quelqu'un me l'avait dit, ça m'aurait rassuré, parce que c'est pas parce que je le pensais que j'étais forcément ultra serein dans l'idée de me dire c'est bon, là au pire je perds une année, c'est pas grave. Entre se le dire et être en mode serein, il y a deux points différents quand même. Et je pense du coup justement dire aux gens de partir du principe que quand tu sors d'études sup, ou même, pas forcément quand tu sors d'études, mais juste tu es en reconversion, etc., de tester des trucs en fait. Moi, par exemple, je suis allé à l'université avant d'aller à Ecode. J'ai fait une année d'université en licence informatique parce que j'aimais le dev. Enfin, vraiment, c'était le truc que je voulais faire. Et au final, mi-année, je me suis rendu compte que c'était absolument pas ce que je voulais faire, mais en tout cas pas de cette manière-là. Dans l'approche éducative qu'ils ont. Au niveau de l'approche éducative, au niveau de la manière dont c'était fait, c'était pas le truc qui me correspondait et je le sentais. Et ça a même arrivé à un point où ça m'a dégoûté du dev, alors que pourtant c'est censé être une passion, tu vois. Et du coup, je suis même carrément parti du principe que j'allais voir ce qu'il y a autour en fait. Je me suis dit, vas-y, je suis à l'université. Est-ce qu'il y a d'autres formations, d'autres trucs qui pourraient m'intéresser ? Enfin, je suis vraiment allé me renseigner de partout. Je suis allé voir au niveau avocat, fac de littérature. Enfin, vraiment, quand tu pars du geek dans sa chambre, il y a un monde quand même entre ces deux facs déjà. Et par exemple, tu vois, j'ai un pote qui est en fac de droit. Aujourd'hui, il est en master, j'ai à lui. À qui je suis allé poser plein de questions, voir qu'est-ce qui pouvait, comment ça se passait lui dans sa fac et ce qu'il faisait. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte des trucs que potentiellement j'aurais aimé si j'avais fait ça, ou justement que j'aurais pas aimé. Et en fait, ça t'ouvre des horizons. Parce que c'est vrai que potentiellement, en fait, moi, ça allait encore parce que j'avais ce truc de je sais déjà ce que je veux faire. Donc au final, même en faisant tout ce processus-là, je suis revenu à mes premiers amours et j'étais en mode, bon, allez, on va quand même aller continuer dans le dev. Ça se trouve, c'est vraiment juste que l'université, ça me va pas. Et du coup, ça m'a poussé à aller chercher de l'alternance. Parce que je me suis dit, c'est l'autre step qu'il y a, sinon il n'y a rien d'autre. Si l'alternance, ça marche pas, là, ok, il va peut-être falloir commencer à chercher autre chose, quoi. Mais par contre, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres horizons, quoi. Et je pense que ça, c'est un truc vraiment important, c'est renseignez-vous sur tout ce qui existe. Même si au début, vous vous dites non, c'est peut-être pas le truc qui me kifferait faire, en fait, au final, c'est juste à vous ouvrir à des horizons, quoi. Ok. Un petit monologue, mais parfait. Écoute, c'est intéressant. En vrai, je pense qu'on va faire une question chacun et après, on fait un tour de table. Ça sera plus simple. Donc vas-y, Hugo, je te laisse.
Moi, ce que j'aurais donné en conseil à mon moi du passé, c'est plus d'appliquer toutes mes idées folles, en fait. Enfin, Ouais, dans le ok. sens où j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de faire ou que j'ai commencé à faire, sauf que j'ai jamais continué, j'ai jamais mis vraiment dedans. Et si j'aurais continué, si ça se trouve, je serais même pas là aujourd'hui, tu vois. Ouais, bah oui, potentiellement. Ouais. Donc, Mais ça rentre un peu pour moi justement dans le truc de s'ouvrir à tous les horizons, quoi. Parce que surtout quand tu sais pas ce que tu veux faire. Tu peux t'ouvrir et juste découvrir, voir, ok, d'accord, ça ressemble à ça, ok. Ouais. Puis ça ressemble à ça, ouais. Ouais, ok, ouais. Je parle vraiment par exemple, tu as des petits projets dans ta tête, tu lancer, commences, mais en fait, tu finis jamais, ça reste en stand-by et en fait, tu reviens jamais et en fait, c'est abandonné. Et j'aurais donné en conseil, par exemple, ce podcast, vraiment. Lance-toi, quoi. On a eu l'idée avec Kevin à un moment, on a fait, bon, allez, on y va. Et ouais, mais tu vois, ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile quand t'as quelqu'un d'aussi taré que toi avec toi. Parce que, tu vois, c'est plus compliqué de se dire, là, je suis tout seul, je vais aller faire un podcast, il me faut des micros, il me faut une table de mixage, il me faut un studio, il me faut des gens à inviter. Et tu sais, t'as ce truc ça fait un peu beaucoup pour une seule personne. Mais quand t'as un taré à côté de toi qui est en mode mec, mais viens, on le fait quand même, on s'en fout. On verra comment on fait. Au pire, si on doit juste avoir des vieux micros à 30 balles, on le fera. Tu vois. Bon, au final, on n'a pas des micros à 30 balles pour le podcast, c'est bien. on a des trucs quali. Mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui te pousse à te lancer dans tes idées un peu folles, c'est un vraiment game changer, je pense. Et puis, ça permet de faire des trucs de zinzin, quoi. Enfin, un podcast. Qui fait un podcast ? Pas les influenceurs. Puis je dirais que de toute façon, quand on regarde les projets qui nous inspirent ou sont vraiment aboutis, ça a toujours commencé par une idée. À la base, c'est juste une idée, c'est rien. Et ensuite, c'est un peu de débrouille ou de la chance. Et puis au final, mais dans tous les cas, c'est cette idée de se lancer et d'y aller à fond. Ouais, voilà, c'est ça, y aller à fond parce que tu peux commencer enfin. Oh, il y a un obstacle, oh, j'ai la flemme, c'est Ouais, mais en fait, en y allant à fond, on évite aussi de se décourager parce qu'on fonce en fait. On regarde pas ce qu'il y a autour, on regarde pas les petits détails, les petits défauts. Puis je pense aussi, potentiellement, tout seul, tu as plus ce truc de tu veux que ça soit trop parfait. Parce que tu es tout seul à taffer dessus, et donc du coup, les gens vont assimiler ça à ta personne, rien qu'à toi. Et du coup, tu as peut-être ce truc de te dire, putain, si je fais un truc qui est pas quali, les gens vont être en mode, c'est pas fou. Et en fait, au final, non, les gens vont être en mode, putain, c'est bien. Déjà, t'as fait un truc. Mais moi, ça, je trouve que ça va aussi avec des choses que j'apprends à l'école. Moi, c'est de se détacher un peu de son travail. C'est que ton travail, c'est pas toi. C'est pas parce que tu vas rater un travail que tu rates ta vie ou que t'es mauvais. C'est vraiment de se détacher de son travail pour aussi ne pas le prendre mal quand on te fait des retours. Même si c'est pas pour te dire que c'est mauvais, mais justement que tu prennes conscience que il y a peut-être cet aspect-là qui est mauvais, mais que tu peux retravailler et que l'ensemble est quand même OK. Parce que je pense, alors je sais pas pour vous, Anthony et Kevin, mais si tu reprends, donc on était au lycée ensemble. Oui. Et si tu reprends, il y avait certaines personnes qui foiraient un dessin ou qui foiraient quelque chose. Ils étaient dans leur plus gros état. C'était la fin du monde, quoi. Mais en vrai, moi, même encore aujourd'hui, il y a des projets, quand on est en oral, il y a des gens, on va leur faire certains retours. Comme en général, c'est des projets où on investit quand même beaucoup de temps. Quand il y a une critique, ça fait un peu mal, mais c'est justement là qu'il faut se détacher et de comprendre que, en soi, c'est bénéfique d'avoir des critiques aussi. La critique, c'est génial. Sur toi. Ça t'a permis d'améliorer. C'est ça, on est à l'école, on apprend, on est aussi là pour recevoir des critiques et de toute façon, moi, je connais aucun travail qui est parfait. Enfin, même moi, du coup, je prends dans mon secteur, mais même dans la rue, quand tu passes devant des pubs, ça m'arrive de me dire c'est foiré là. C'est pas fait bien, quoi. Non, et puis Jean, pour revenir sur les critiques, par exemple là dans le contexte du podcast, on a un prof qui nous a fait littéralement 8 minutes d'audio pour nous dire les gars, ça c'est bien, ça c'est pas bien, faut changer ça, etc. Et en fait, tu vois, si tu le prends de la mauvaise manière en mode putain, fais chier, il me dit plein de trucs à changer, moi j'étais content de ce que j'avais fait, en fait au final tu te dégoûtes du projet. Alors que si tu es juste en mode putain, trop bien, il a pris 8 minutes de son temps. Sachant qu'il bosse à côté. Sachant qu'il bosse, qu'il a plein de trucs à faire. Vraiment, notre podcast, c'est pas sa priorité, tu vois. Il est arrivé, il nous a fait 8 minutes d'audio. J'ai tout écouté, j'ai pris en note tout ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, on a essayé de changer le truc. On a appliqué plein de choses. Et encore sûrement beaucoup de choses à changer. Et on va sans doute recevoir un autre audio de 8 minutes qui va nous dire, bon les gars, en vrai, c'est quand même beaucoup mieux. Mais il y a encore ça c'est pas fou encore, mais il faut le changer. Et en vrai, c'est genre pour ce côté de la critique, c'est trop bien justement d'avoir des gens qui critiquent ton travail. Parce que c'est comme ça que et puis c'est aussi là que ça prouve que ça intéresse quand même.
Ouais. Parce que le fait de pas avoir de critique alors que c'est pas un projet qui est abouti, ça prouve que c'est peut-être pas un sujet intéressant ou c'est peut-être pas quelque chose qui a destination d'aller au bout, quoi. Ça intéresse personne et au final. Alors que en ayant justement 8 minutes de critique, ça prouve que il y a 8 minutes de choses à dire. Personne a aimé, quoi. C'est qu'il y a quelque chose, quoi. C'était ton conseil ou t'avais Non, je rebondissais sur toi là. D'accord, du coup, vas-y, Adrien. Alors moi, du coup, je trouve ça compliqué, moi. Mais je dirais que la chose que je dirais au moins plus jeune, c'est peut-être de faire les choses plus rapidement et de moins repousser. Ouais. Parce que j'ai longtemps repoussé, et, par exemple pour trouver des stages. Anthony qui se marre à côté. Anthony qui se reconnaît là-dedans. À chaque fois que vous dites un truc, je me dis mais c'est ce que j'allais dire. C'est moi ça. Après je pense que c'est un problème qu'on a aussi beaucoup tous, mais je dirais que moi c'est, par exemple du coup je disais la recherche de stage en général je m'y prenais tard, et ce qui fait que j'avais pas forcément toutes les opportunités que je voulais ou tout ça. Mais par exemple, je vais prendre un exemple très concret. L'année dernière, pour ma recherche de stage, pour chercher des stages, j'ai besoin d'avoir un portfolio et une identité entre guillemets qui me représente pour me vendre. Et l'année dernière, du coup, j'avais pas cette identité et j'ai travaillé dessus. Je l'ai jamais vraiment eu au final, mais j'ai passé beaucoup de temps à la peaufiner pour chercher un stage, ce qui fait que j'ai cherché mon stage très tard et que j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un super stage. J'ai passé un super stage, mais ça aurait pu mal tourner. En fait, le problème, c'est que je pense qu'on a tous ce problème-là, mais pour une raison spécifique, c'est parce qu'on est tous des gros châteux, en fait. Parce qu'à chaque fois, on s'y prend au dernier moment, et ça passe. Enfin, moi, personnellement, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours fait les choses soit au dernier moment, soit au niveau talent, et ça passe. Et en fait, le problème, c'est que tu te confortes là-dedans, et que quand tu arrives au moment de ta vie où là il faut te bouger, là c'est compliqué de zinzin, quoi. Ouais, mais je suis d'accord, moi jusqu'au lycée en vrai je faisais tout au dernier moment. On a les quatre mêmes spécimens de la table. Mais justement je pense que j'ai pas eu ce mur que je me suis pris, qui a fait que je me rends compte que en fait faut y aller avant. Mais là où je me suis rendu compte plus tard, c'est que je me suis jamais foiré ou quoi que ce soit, mais je me suis rendu compte que sur certains projets j'y avais mis plus de temps parce que projet de groupe j'y ai été obligé ou quoi que ce soit, et en fait ça rend un travail qui est encore plus quali. Et du coup ça m'a motivé aussi et ça m'a conforté dans l'idée que en fait s'organiser c'est pas si mal. C'est pas mal, ouais. Tu vois, moi à la base justement je suis sorti du NIV, j'arrive BTS etc. Je suis en c'est bon, s'organiser ça sert à rien les gars, moi tout est dans ma tête. Et en fait au final plus t'avances dans les années, plus tu rencontres de personnes qui ont des process de zinzin, genre vraiment tout est bien prévu, bien à sa place, et t'es en mode j'aimerais bien avoir ça aussi dans mon process quand même. Ça serait vraiment pas mal. Et puis même au final, quand tu taffes, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs que tu loupes parce que t'es pas organisé, quoi. Il y a plein de cas comme ça où j'étais au travail et il y a des points qui ont sauté parce que j'étais en merde, fallait que je fasse ça, c'est vrai. Mais c'était noté nulle part. Parce que j'étais juste pas organisé, quoi. Anto ? Ouais. Je vais essayer de pas répéter. En vrai, peut-être pas forcément répéter, mais même si t'as un truc similaire, ça passe vraiment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, moi, ce que je dirais, j'ai plusieurs trucs à dire à moi du passé. Déjà, arrête de remettre à demain que tu peux faire. La procrastination. Voilà, c'est ça. Je suis un procrastinateur professionnel. Ouais, oui. Et ça, je comprends. Voilà. En fait, c'est le même problème que toi, donc je vois exactement ce que tu dis. Je pense que c'est un phénomène qui touche pas mal notre génération. Avec toutes les arrivées technologiques, on a tout le temps eu un truc pour nous distraire. Donc on a toujours eu quelque chose à faire autre que ce qu'on doit faire en fait. Alors que au bout d'un moment, je pense que des gens, ils se faisaient genre quand tu te fais chier. En vrai, je pense que tu fais au final les trucs que tu as à faire parce que t'en as marre de te faire chier. Mais ça, du coup, je vais dire pour mon cas, il y a plein de moments où je me faisais chier, j'avais rien à faire. J'aurais pu taffer. Ça, c'est un truc vraiment que je me reproche à moi. Pourquoi j'ai pas taffé sur les trucs? Parce que du coup, après, je me rends compte de certains retards que je peux avoir par rapport à d'autres. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas taffé dessus? J'ai eu l'occasion. Et à côté de ça, t'avais Insta, TikTok, Twitter, tout ça. Tu reçois une notif, tu vas dessus, tu passes trop de temps dessus. Après, tu te dis, mais là, ça fait 3 heures. Là, je viens de louper 3 heures de. Ça, Léo Duff a fait une très bonne vidéo là-dessus. Sur une vidéo. Je l'ai pas encore regardé, mais je l'ai mis. Par rapport à TikTok. Plus tard, ouais.
la drogue de notre génération. Je suis bien placé pour dire que. Alors, tu regarderas. Moi, je pense quand même qu'on doit féliciter Anthony parce qu'il a désinstallé TikTok. T'as désinstallé TikTok? Et ça, c'est beau. Il a réinstallé TikTok. Ok, j'ai un deal, ne félicite. Mais il l'a désinstallé 2 minutes. Non, je crois que ça a duré. Ça a duré un mois, on est d'accord. Belle cure. Franchement, en vrai, c'est pas mal déjà. Là, depuis que je l'ai installé, je l'ai ouvert 2 fois. Ok, c'est pas mal. J'ai dû passer 15 minutes dessus depuis. On passe de 15 minutes à 4 heures par jour quand même. Non, c'est fort. C'est pas mal, les gars. L'avantage avec mon TikTok, c'est que j'ai un très mauvais feed. Une vingtaine d'heures par semaine. T'as dit quoi? L'avantage, c'est Moi, l'avantage avec mon TikTok, c'est que j'ai un très mauvais feed, donc je vais pas dessus. C'est vrai que ça arrange. En fait, pour moi, ces apps-là, c'est soit t'as un bon feed, et dans ce cas-là, quand je parle d'un bon feed, c'est pas un feed qui te distrait. C'est un feed où, quand tu vas dessus, t'as des trucs intéressants dessus, tu vois. Ah oui, non. Ça, je considère ça comme un bon feed. Là, c'est cool, tu vois, d'utiliser TikTok, etc. Et puis, potentiellement, tu vois, si si t'es abonné qu'à des trucs qualitatifs, tu vas avoir techniquement moins de contenu proposé. Moi, j'ai ce cas-là avec Twitter, par exemple. J'ai recréé un Twitter. Enfin, mon compte Twitter de base, c'est une poubelle. Il y a de tout. Enfin, c'est vraiment horrible. J'ai recréé un Twitter. Je suis abonné que à des sujets qui m'intéressent, de la tech, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, du design, des trucs comme ça. Et je me rends compte que mon feed Twitter, il se répète énormément sur ce compte parce que j'ai beaucoup moins de contenu qui est proposé, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui font du contenu qualitatif, juste ça. Oui. C'est déjà juste ça, c'est un premier pas pour réussir à un peu se dédroguer. Est-ce qu'on se refait un tour? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais, pareil, pour le mois du passé, en tout cas, c'est réglé, quoi. Moi, c'est bon. J'ai plus rien à lui dire. J'ai une proposition à faire, alors, pour finaliser le truc. Qu'est-ce que toi, tu te dirais, là, ok, faut que je fasse ça, un conseil pour ton futur, même si tu... Ok, ça tombe bien, parce que hier... J'ai eu, en gros, j'ai un projet entrepreneurial qui s'appelle Duel, Hugo est dedans d'ailleurs. Et hier, c'était le rendez-vous Duel, c'était tous les mercredis soirs, là, on est là, on a notre rendez-vous. Et j'ai discuté avec Adrien, donc pas toi, un autre Adrien, qui est dans le projet. Et on a discuté quasi toute la soirée de sommeil, de productivité et trucs comme ça. Et je pense qu'un truc que je dirais à mon moi du futur, c'est... Là, il faut que tu fasses attention au sommeil. Il faut que tu te mettes vraiment à fond dans le optimise ton sommeil, fais en sorte de ne plus jamais être fatigué. C'est vrai que toi, tu as des gros problèmes de sommeil. En fait, j'ai installé une application il n'y a pas longtemps qui me permet un peu de calculer, entre guillemets, la qualité de mon sommeil. Ça fait 2 semaines que je l'ai. Il y a une fois où je suis au-dessus de 60%. Une fois. Ah ouais. Et c'est la seule fois où mon sommeil est au-dessus de 60%. Et quand tu regardes le temps que je dors, 5h, 5h30, 6h, 5h30, tu vois. Et en fait, c'est pas impossible de tenir un rythme productif avec si peu de sommeil. Enfin, c'est possible. Quand ton corps est habitué. Tu t'appelles Elon Musk. Quand tu t'appelles Elon Musk, par exemple. Mon patron de ma boîte en alternance, par exemple, lui, 6 heures, c'est OK. Tu vois, lui, il a dormi 6 heures, il est d'attaque pour taffer 22 heures, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais moi, à la base, je suis un gros dormeur, j'ai besoin de 10 heures de sommeil. Ça me fait tout drôle d'avoir toute ma semaine à 5-6 heures de sommeil, tu vois. En vrai, on le voit à chaque fois qu'on fait donc les 24 heures du code. Ouais, par exemple. Si Anthony était là pour les 24 heures du code. Tiens pas. C'est un peu... Mais oui, parce que en fait, je ne tiens pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pourrais tenir. Mais on commence trop tôt les 24 heures du code. 11 heures, c'est trop tôt, les gars. Ça veut dire les 24 heures du code commencent à 11 heures. Ça veut dire que je dois me lever potentiellement vers 9 heures pour pouvoir me préparer, le temps d'arriver au 24, etc. 9 heures, c'est trop. 9 heures. Tu t'es couché à 3 ou 4 heures. Quand je me suis couché à 1h, 2h du mat, non, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, pour moi, vraiment, c'est le truc où il faut que je fasse attention à ça. Parce que c'est trop important le sommeil en fait. Mais ça du coup pour moi ça rejoint même le point de l'organisation et d'apprendre à ne plus faire au dernier moment parce que moi par exemple pour les projets rien que le fait de m'y prendre beaucoup plus tôt ça me permet aussi d'être moins stressé la veille du rendu et d'avoir moins de trucs à faire et de pouvoir me dire là je passe une nuit ok et demain je suis chaud pour ma presse. C'est de la charge mentale quoi, c'est génial. T'es serein sur ce que tu dois faire, tu sais que c'est prêt. T'as pas à le faire au dernier moment. Sinon t'es toujours dans le speed. Ah oui. Moi, c'est le résumé de ma vie. Je suis dans le speed tout le temps.
C'est vraiment ça. Je suis toujours en speed, je suis en flemmard et je dors pas. Voilà. Enfin, en vrai, je dis je suis en flemmard, mais techniquement, si j'étais vraiment un flemmard à 200%, j'aurais pas fait un podcast avec Hugo. C'est juste que. T'es flemmard sur ce qui t'arrange, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je tends à soigner ma flemme, mais c'est long, quoi. Bon, bah, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais, et on a réussi à réduire le temps, là. 1h04. La dernière fois, c'était 1h48. Je pense qu'on n'a pas fait de tour de table. Hein. De quoi? C'était sur le futur, mais sur tout le monde. Ah, tu veux refaire un tour de table futur? C'était pas ok, j'ai pas compris. Ok, les gars, c'est pas terminé, j'ai rien dit. Là. 1h04, on va s'être un petit peu plus. Il veut se casser. Non, mais parce que tu m'as posé la question un peu en mode pour terminer, mais non, c'est vrai, t'as raison. Pour le tour de table. Bah, vas-y, Hugo, je t'en prie. Du coup, moi, le conseil qu'il faudrait que je fasse dans le futur et même que dès maintenant, c'est. Alors, j'ai deux trucs. C'est gérer mon organisation parce que ça revient avec tout ce qu'on disait. J'ai du mal à m'organiser, j'arrive pas à trouver de méthode ou de process qui me conviennent. Ouais, bah oui. Et que je suis en mode, ça me va totalement et j'arrive à m'y coller et à tenir mon process. Je suis dans le même truc que toi, c'est impossible ça. Et la deuxième, c'est plus communiquer parce que moi je suis dans une entreprise où je suis tout seul dans ce que je fais. Je suis seul développeur et je suis tout seul. Et je communique pas forcément assez sur ce que je fais. Ouais. Du coup, mon patron ou des collègues ne savent pas. Des fois, ils me font t'as bossé 6 heures, mais t'as bossé sur quoi là? Tu t'as fait quoi là? Je comprends pas. J'ai pas compris ce que t'avais fait. Et même à titre personnel, juste communiquer avec des potes, etc. Moi, ce truc de communication, ça va, je l'ai pas trop. Parce que mon patron me demande souvent dans la journée, il me demande t'as fait quoi aujourd'hui? Et du coup, je suis obligé de lui dire. Donc au final, il est tout le temps. Ouais, alors moi j'ai un patron. Alors soit il est parti au Qatar, en Belgique, en Allemagne, et de toute façon son organisation est encore plus pétée que la mienne. Mais tu vois, t'es pas aidé aussi. Faut que je me cale avec lui, que je dise on va trouver un process et on va s'y coller quand même. C'est ça. Alors ouais, moi dans ma boîte de toute façon on a essayé d'intégrer des process et c'est vrai que on a essayé d'intégrer des Trello, des trucs comme ça. Ça a tenu 2-3 mois max à chaque fois. Hein. Et c'est dur de trouver un process. Hein. Franchement. Et surtout, en fait, c'est encore plus dur quand t'as personne pour diriger le truc. Parce que. On n'a pas des profils de chef de projet entre guillemets, tu vois, en mode gérer des équipes ou même se gérer soi-même. Donc, je reprends le Adrien de pas toi, l'autre. C'est un chef de projet, lui. Genre vraiment, le gars est trop fort. Enfin, dès que je travaille avec lui, je suis dans un sac à dos. C'est génial, tu vois. J'ai besoin de penser à rien. Les comptes rendus des réunions, elles sont toujours au moment où il faut. Tout est toujours fait. Je sais toujours quand sont les réunions. J'ai jamais à me poser de questions sur quoi que ce soit. La seule chose que j'ai à faire, c'est dev. Et j'ai besoin de penser à rien d'autre. Et en fait, il faudrait un profil comme ça dans chaque boîte. Parce que ça te libère tellement de charge mentale pour les créas, pour les devs, toutes les personnes qui doivent produire quelque chose. C'est une charge mentale qui n'existe plus, en fait. C'est qu'en même temps, dans l'idée, il y a tout le temps un chef de projet, normalement. Ouais. C'est pas toujours le cas, mais dans l'idée, il y a un chef de projet. Et moi, du coup, dans mes cours, moi, c'est pour devenir directeur artistique. Donc, forcément, il y a toute la partie management et gestion de projet. Ouais, bah oui. Et donc, ça, sur tous mes projets, moi, je suis obligé. Enfin, j'ai des choses à rendre, des rétro-planning, des temps. Enfin, on marque nos temps, tout ça. Ouais. Donc, c'est quelque chose que je suis obligé de faire. Mais maintenant, dans la vie quotidienne, l'organisation, en fait, c'est pas un truc que. Enfin, je n'aime pas vivre en étant tout cadré, en me disant j'ai 10 minutes pour faire ça, j'ai 15 minutes pour faire ça. Du coup, j'essaie d'organiser ma journée, mais sans la bloquer. Dire à telle heure, il faut que j'ai fait ça absolument. C'est ça. Okay. C'est plus, je vais plus avoir une espèce de to-do list avec peu d'actions, entre guillemets, peu de choses et des bonus. Okay. Je vais me dire, faut que j'ai fait ça au minimum, mais c'est peu. Et dans l'idée, j'ai 5 ou 6 trucs en plus qui ont été faits. Moi, dans l'idéal, c'est de réussir à avoir un schéma un peu comme ça. Parce que pareil, je peux pas être en mode faut que telle heure soit terminée, faut que ma journée soit passée comme ça. Je peux pas. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi, j'ai besoin d'avoir de la liberté dans mon organe. Bah oui. Et puis surtout, moi, en plus, en tant que créatif, les idées, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Ouais. Donc il y a des moments où je vais être sur un taf. Et d'un coup. Et je vais avoir l'idée, donc je vais me dire, j'avais d'autres trucs à faire, tant pis, je vais là-dessus. Juste aux F, je passe mon temps là-dessus, je passerai plus de temps sur la prochaine fois sur l'autre truc. Mais ouais, comme c'est pas quelque chose qu'on peut gérer, en plus, faut s'organiser avec et du coup, faut une organisation qui est plus souple. Ok. Bah, du coup, Adrien, à toi pour le futur. C'est vrai que c'était pas prévu à la base, donc je t'en voudrais pas si tu me dis juste, les gars, j'ai rien. Non, mais moi, je dis, en vrai, ça va être un peu la même chose. Ça va être l'organisation, continuer de rester organisé, tout ça. Process,
Maintenant, c'est gérer mon temps. Ça va être des choses comme ça. Après, si c'est moins sur l'avenir et plus en général, je dirais de rester toujours curieux de tout. Ouais. Parce C'est que, intéressant ça. parce que surtout dans la créa, en fait, il y a des ouais, mais même pas que sur des sujets créatifs. C'est vraiment rester curieux de tout parce qu'en fait, on trouve l'inspiration dans tout. Ouais. C'est des fois juste, je vais regarder les infos, je vais voir un truc de couleur qui me plaise, je vais les garder en tête et vraiment, c'est ça, c'est rester curieux de tout. C'est hyper cliché en vrai comme phrase, mais je pense que c'est un bon conseil global. Et c'est ça, Oui. mais c'est le truc qu'on entend partout, surtout pour tout ce qui est création que et dès tout que tu as ça. une production ou même que tu es dans un métier où tu dois souvent être à jour, c'est En fait, moi depuis le lycée on me répète reste curieux, c'est important la curiosité, dans les entretiens faut dire que tu es curieux. oui. Et ça fait un peu phrase répétée genre cliché, mais en fait c'est réel, on te le dit parce que c'est réel. Oui. Ok. Anto. Moi, conseil pour l'avenir, c'est un truc où je travaille déjà dessus depuis quelques années maintenant, mais je crois que j'avais déjà dû en parler comme ça, où que moi je considère ma vie passée que je l'ai pas vraiment vécue en fait. Ok. J'étais plus en retrait. Ouais, ok. En troisième personne. Bah, c'est ça. Pour moi, à chaque fois, je fais que dire. Le gars avec une caméra au-dessus de lui J'étais à et il troisième regardait. personne parce que je vivais sur le moment, mais Donc tu disais, allez, tu vas là-bas. sans faire gaffe, voilà, on partait quelque part, je suivais quoi. C'était des trucs comme ça, j'étais un petit mouton. Ouais, je vois. Et du coup, je vivais pas vraiment. Et là, depuis 2 ans, depuis qu'on a commencé la formation, vraiment, je commence à me dire, là, vraiment, faut que tu profites, quoi. Fais des trucs que t'aimes, lance-toi. Voilà, c'est ça que je voudrais voir, moi, pour l'avenir, vraiment, faire un point avec moi-même, me dire ce qui m'intéresse. Parce qu'en fait, je me rends compte maintenant, là, j'ai 20 ans, vous êtes. J'ai 20 ans depuis pas si longtemps que ça. Et je me dis, je sais même pas vraiment dans ce qui m'intéresse réellement dans la vie, et des trucs comme ça. Et du coup, vraiment, me dire ce que j'aime et faire ce que j'aime en fait. Ouais, je vois. Et allez, c'est pour ça aussi que j'ai du mal à me projeter, à me dire, je vais faire ça, je vais faire ça. Ouais. Vu que je sais pas réellement, il y a plein de trucs qui m'intéressent un peu. Où, du coup, je vais titiller un peu, me renseigner un peu, mais ça reste moyen quoi. C'est petit quoi. Ouais. Vraiment qu'un tout petit peu. Et vraiment aller au bout de quelque chose, aller tout ça. Et te challenger en fait. C'est ça, ouais. Ce que dit Faut Hugo, que j'arrive à me te trouver challenger. un truc que j'aime, me challenger dedans et aller au bout des choses quoi. Ok. C'est comme ça que je du coup ça rejoint vraiment l'idée de tout à l'heure de pousser, enfin d'élargir son horizon et vraiment d'aller à fond quoi, dans chaque truc qu'on teste quoi. Et ne pas me limiter comme tu disais, rester curieux quoi. Ne pas me limiter à un seul truc. Quand il y a un truc qui m'intéresse, vraiment pousser la chose. Et si je vois que vraiment ça m'intéresse réellement, continuer. Ou si je vois que ça me suffit, m'arrêter là et après partir sur autre chose. Ok. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. On peut s'arrêter Super. sur ces belles paroles. En vrai, je pense, là franchement, c'était pas mal. On a eu pas mal de bons conseils en vrai, de trucs qui sont des vrais trucs à appliquer quoi. Genre c'est comment dire. Si vous avez ces problématiques-là, genre vraiment, il faut des fois même juste se questionner soi-même, se poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'aurais dit à mon moi du passé pour être mieux aujourd'hui ? Alors c'est tout con, personne le fait. Il y a que dans des contextes comme ça de podcast où potentiellement tu le fais, mais en fait, ça peut t'ouvrir justement à d'autres choses quoi. Du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Deuxième épisode de Pixel qui se termine et puis de bonne manière. Franchement les invités étaient intéressants, les sujets étaient intéressants et puis on se retrouve pour le prochain dans 2 semaines normalement. Si on arrive à tenir le rythme. On va essayer. Bon du coup je vous dis au revoir à tous et puis à la prochaine. Ciao.